Si vous n'êtes pas de douleur, ça va. Moi, j'adore, c'est les Monsieur le délégué régional du comité français pour Yad Vashem, mon cher Jean-Claude, Madame Delmer, Monsieur Laurin, Mesdames et Messieurs, mes chers amis. Monsieur Laurin, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence dédiée à un sujet qui touche à l'âme même de notre mémoire collective. L'histoire de ces justes parmi les nations qui, au péril de leur vie, ont tendu la main aux Juifs traqués pendant la Shoah. Je tiens tout d'abord à remercier le Comité français pour Yad Vashem, représentant par Jean-Claude Lévin, ainsi que Madame Delmer pour l'organisation de cette belle conférence. Monsieur Laurin, votre précieux travail de mémoire à travers votre livre, Il fallait bien les aider, est un récit nourri de témoignages qui met en lumière ces héros discrets qui, par humanité et courage, ont refusé de rester spectateurs face à l'horreur. Il y a de plus de 80 ans, la folie nazie a démontré que l'homme était capable du pire contre ses semblables, capable de décimer des millions de vies, de détruire des centaines de milliers de familles et de traumatiser à jamais l'humanité. Si les ténèbres ont fait rage et jamais la lumière ne s'est éteinte, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le souvenir de ces hommes et de ces femmes dont les noms ne figurent pas, ou trop peu, dans les manuels d'histoire. Par leurs actes héroïques, ils ont permis de sauver les 3/4 des Juifs de France d'un destin funeste. Aujourd'hui, 4200 Juifs justes français sont officiellement reconnus. Mais ils furent bien plus nombreux à secourir une partie des 300 000 Juifs présents en France, dont un quart fut malheureusement déporté. Ici, dans les Hauts-de-France, des hommes et des femmes anonymes ont fait le choix du bien, défiant l'occupant et les lois iniques de Vichy. Je pense à Madame Deligne et à son courage, qui permet de sauver la vie de Monsieur Marcel Kaiser et de sa mère, arrivée de Belgique à Lille, par le train sans aucun refuge. Je pense à la famille Desfossés, à Los, à l'abbé Jean-Marie Carlier, qui cacha des enfants juifs dans son presbytère, aux sœurs du couvent de la Sainte Union à Douai et à toutes celles et ceux que vous citez dans votre livre. Tous ces justes avaient un point commun, une modestie sincère, oubliant qu'ils risquaient leur vie. Ils n'avaient fait qu'obéir à leur conscience. Cela leur suffisait. Ces figures exemplaires nous rappellent que même dans les temps les plus sombres, la lumière de la solidarité ne s'éteint jamais. Mais que sont donc devenus ces héros de l'ombre qui, au péril de leur vie, ont secouru des Juifs pendant l'occupation? Vous avez voulu transmettre ces récits familiaux, ces histoires que l'on partage en famille, ainsi qu'elles soient connues de tous. Une enquête intime et incarnée au cœur d'un chapitre trop méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Une quinzaine d'histoires emplies d'humilité qui marquent par leur pudeur et redonnent espoir en l'humanité. Lorsque vous avez entrepris ces recherches, vous ne vous doutiez pas que c'était là le point de départ d'un voyage dans une époque, si elle fut qualifiée de sombre, laisse aussi entrevoir des éclats de lumière qui redonnent foi en l'humanité. Vous exhumez des chaînes de solidarité, presque effacées en vous, rendant sur les lieux, en rencontrant les derniers sauveteurs, en échangeant avec leurs descendants, en interrogeant les enfants qui ont survécu. Grâce aux dossiers fournis par le Comité français pour Yad Vashem et sous votre plume précise et sensible, la beauté de cette France oubliée palpite encore aujourd'hui. Mesdames et messieurs, en cet après-midi de réflexion et de transmission, souvenons-nous de leur bravoure,
que leur exemple continue d'inspirer les générations futures, car se souvenir, c'est aussi s'engager pour un monde plus juste. Merci. Monsieur Bensoussan, président de la communauté juive de Lille, en Charity, Monsieur Dahan, grand rabbin de Hauts-de-France, Madame Delmer, Monsieur Laurin, Mesdames, Messieurs, Yad Vashem, l'Institut international pour la mémoire de la Shoah de Jérusalem, a été créé en 1948 à la naissance de l'État d'Israël. L'Institut décerne la médaille des justes parmi les nations depuis 1963. Le premier juste a été le Père Fleury en 1964. Cette plus haute distinction civile d'Israël honore les personnes non juives qui ont risqué leur vie pendant l'occupation allemande pour sauver des hommes, des femmes, des enfants qui étaient pourchassés seulement parce qu'ils étaient nés juifs. Pour reprendre la formule prononcée à chaque remise de médaille des justes parmi les nations par le représentant de l'État hébreu, je cite, « Il ne s'agit ni d'une récompense, ni d'une décoration, simplement un témoignage de gratitude et de reconnaissance éternelle de l'État d'Israël au nom du peuple juif. Parmi les 4206 justes que compte la France, 159 sont dans les Hauts-de-France, dont 36 dans notre ville de Lille. 3 sont des cheminots qui ont participé au grand sauvetage de la gare de Fives. René Douce sera le 3e à recevoir la médaille des justes parmi les nations, à titre posthume, le 16 mars à la préfecture de Lille. Simone Veil, indissociable des justes de France, a dit un jour « C'est grâce aux justes parmi les nations que je suis fière d'être française et fière d'une partie de l'humanité. » Je vous remercie. Et je passe maintenant la parole à M. Laurin et Mme Danielle Delmer. Bien. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup et merci aussi à M. Bensoussan et à M. Lévin pour ces présentations. Notamment, effectivement, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a heureusement des justes, mais malheureusement aussi, il y a des justes qui ne seront jamais reconnus parce que on n'a plus les moyens de les faire reconnaître. Ou alors, tout simplement, parce qu'ils ne veulent pas être honorés. Ils trouvaient ça. Il fallait tellement les aider qu'ils trouvaient ça tout à fait normal de ne pas être honorés. Donc, effectivement, le chiffre est insuffisant, malheureusement. Présentons maintenant notre auteur, Monsieur François-Guillaume Laurin, qui est donc l'auteur de ce livre dont on va parler, s'il fallait bien les aider, mais il est aussi l'auteur de nombreux autres livres, et il est aussi d'abord journaliste au Point, où il est entré en 1999, et où il s'occupe surtout de chapitres histoire, mais pas seulement, aussi de l'actualité quand même aussi. Donc voilà notre auteur. Il est donc l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont certains ont été primés. Je ne retiendrai que quatre titres qui portent plus précisément sur l'histoire, comme Ces lieux qui ont fait la France, chez Fayard, en 2015 et réédité en 2021. Louis XIV, l'enfant roi, 2020. Révolution française au pluriel, du Moyen-Âge à nos jours, 2020 également. Le garçon qui courait et qui reçut le prix Jules Rimet. D'ailleurs, ce livre ici, il a été finaliste pour le prix Renaudot de 2024. Voilà. Donc, d'autre part, notre auteur a aussi écrit sur la Shoah, soit dans des articles dans le Point, mais aussi en d'autres occasions. Ça, je lui ai communiqué un petit peu, mais ce que j'allais lui poser comme question, il m'a reprise en disant si, je lui avais dit, vous n'avez pas beaucoup parlé de la Shoah, il m'a dit si, j'en ai parlé dans d'autres livres. Alors, comme j'ai pas lu tous ces livres, je reconnais que je ne pouvais pas être plus précise. Il s'en justifiera peut-être parmi nous. Voilà, mais passons tout de suite aux questions. Donc, première question. Pourquoi écrire sur les justes parmi les nations de France, alors que donc d'autres avant vous ont écrit, comme par exemple Lucien Lazare, qui est auteur d'un dictionnaire qui est paru en 2002, et qui bien sûr est dépassé parce qu'entre 2002 et nos jours, bien d'autres justes ont été reconnus également.
Il y a aussi Patrick Cabanel, qui est l'auteur d'une histoire des Justes en France, paru en 2012, et puis d'autres articles également qui ont pu paraître dans différentes revues. Mais enfin, on n'est pas ici à faire une bibliographie, et donc c'est juste, il fallait bien les connaître, et donc pourquoi avoir écrit sur les Justes? Merci pour votre question. Avant de vous répondre, permettez-moi de vous remercier pour votre invitation, Jean-Claude, votre accueil, Guy, et dans ce lieu qui n'est pas éclairé simplement que par le soleil. Voilà, qui est chargé d'histoire. Pour vous répondre, c'est à la fois partie de mon travail au quotidien, c'est-à-dire du journal au point. J'ai reçu un coup de fil pour une double cérémonie de remise de médailles le lendemain, sur une seule et même famille cachée, un enfant caché qui avait 85 ans revenait à cette occasion d'Israël en France. Et j'avoue, toute honte bue, non pas mon ignorance des Justes, mais simplement le fait qu'il y avait encore aujourd'hui des cérémonies. Il y en a très très peu, quasiment pas à Paris. Il y en a une vingtaine par an en France, dans des villages, mais vous savez, la presse nationale, elle lit pas toujours la PQR, donc on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe, alors qu'elles sont souvent relayées dans la presse régionale. Et j'avais jamais rencontré, voilà. Et je suis parti aussi. En fait, et souvent on fait des livres à partir de non pas de ces ignorances, mais on se rend compte qu'on est passé à côté de quelque chose, de sujets qui sont beaucoup plus vastes que soi. Et pour moi, le chapitre des Justes s'était un peu refermé avec leur entrée collective au Panthéon en 2007. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce geste mémoriel qui clôt le double mandat de Chirac, qui l'avait ouvert. Ça, on y reviendra peut-être avec le discours du Veldiv où il est question des Justes aussi. Voilà, c'était une formidable reconnaissance. Où Simone Veil, d'ailleurs, que vous avez cité, avait eu raison d'insister pour que ce soit une entrée collective, parce qu'au départ, on devait faire rentrer un Juste et non pas à titre anonyme et collectif. Or, je pense que c'est une notion collective et voilà, il y avait un rapport entre l'anonymat et la reconnaissance par le nom qui travaille la notion de juste et où l'entrée dans le Panthéon lui prêtait justice. Et donc, pour moi, cette cérémonie avait un peu refermé sur le Panthéon. C'est un grand tombeau, un grand mausolée. Voilà, cette histoire était peut-être terminée. Eh bien non, pas du tout. Quand j'ai fait ce reportage pour le journal, j'ai rencontré ce qui m'a frappé beaucoup, ce qui m'a bouleversé même. C'était la chaîne. Vous avez parlé tout à l'heure de chaîne d'entraide. Moi, ce qui m'a frappé, c'était la chaîne de mémoire. Présent dans ces cérémonies-là, des personnes qui ne se connaissaient pas, mais qui avaient énormément travaillé, dans l'ombre aussi, comme les Justes, mais 80 ans plus tard, qui avaient travaillé pour la constitution des dossiers. Constitution qui est compliquée au fil du temps qui passe. Et donc ils avaient gratté, ils avaient creusé, ils avaient mis en commun leurs ressources, leurs connaissances. Ça pouvait être des gens de la famille concernée, ça pouvait être tout simplement des passionnés, ça pouvait être des historiens amateurs, ça pouvait être des gens simples comme les Justes, qui avaient œuvré ensemble sans se connaître et avaient constitué ces maillons et ce réseau petit à petit, lentement, difficilement, pour arriver à la constitution d'un dossier qui peut-être un jour serait accepté à Jérusalem et qui passait par Paris et par le comité français d'Yad Vashem. Et moi qui travaille beaucoup sur la trace et le vestige et l'écho de l'événement, je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose de très très fort, puisque finalement, ces gens-là, en l'occurrence c'était à Paris et dans la Sarthe,
sans le vouloir, de manière inconsciente, à leur insu presque, prennent exemple et imitent le travail et les gestes sur lesquels ils font des recherches. Et c'est des recherches, c'est des gestes qui avaient sauvé des vies, et eux, ils sauvent la trace de ces gestes-là. Et c'est véritablement cet écho, en fait, cette presque, pour parler avec un terme mathématique, cette homothétie entre les deux démarches, qui m'a fait comprendre conscience que cette histoire était incroyablement vivante encore aujourd'hui. Et quand j'ai vu cette cérémonie, j'ai découvert aussi Daniel Herzbaum, qui était l'enfant caché, qui venait là, dans la Sarthe, dans ce petit village où brusquement il y avait 300 personnes dans une salle des fêtes anonyme. Là aussi, je me suis rendu compte aussi de l'écho que ça avait localement, avec quand même l'accompagnement aussi des autorités constituées de la République. Donc il y avait aussi, tout de suite, on prenait conscience de l'importance aujourd'hui pour un député, pour un maire, le discours que ça lui permettait de tenir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, notion de tolérance, d'antiracisme, d'antisémitisme. Donc il y avait cette mise en perspective, mais il y avait tout de suite une part sensible. Et pour vous donner un exemple, quand Daniel prend la parole, c'est un petit vieux monsieur qui parle pas très bien français parce qu'il a oublié son français. Il était parti dans les années 50 en Israël. Il ouvre une enveloppe. Alors il a plus de cheveux, plus un cheveu sur le caillou, et il ouvre une enveloppe qui contient ses cheveux de 1944. Et c'est des cheveux qui sont les cheveux du premier rendez-vous chez le coiffeur, le jour où il a pu aller chez le coiffeur, emmené par la femme qui l'a sauvé une fois que ses deux parents ont été raflés dans le petit village de Beaufay, dans la Sarthe, Léontine Bracchi, qui était récompensée ce jour-là de manière posthume. Et il y avait ce destin aussi de cette enveloppe. Il n'avait revu Léontine qu'une fois. En 1966, il était revenu pour la voir, et elle lui avait remis cette enveloppe qu'elle avait précieusement gardée, conservée. Et il avait un frère aîné qui était mort entre-temps, en 2023, avant cette cérémonie, et son frère René avait reçu autre chose de Léontine, qui était une lettre écrite par leur mère, une fois arrêtée dans la prison près du Mans, envoyée à Léontine pour la remercier de s'être occupée et d'avoir aidé ces deux poules, comme elle disait, puisqu'il fallait pas... Évidemment, il fallait utiliser un message, un discours un peu secret, donc c'est les deux poules. Et c'est cette lettre qui sera perdue ensuite, qui va être retrouvée, qui va permettre aussi de constituer le dossier. Et là, j'ai pris conscience aussi à la fois de la fragilité des indices, des preuves, des témoignages, mais qui quand même ont surnagé, ont subsisté au fil du temps. Vous savez, dans nos vies, elles sont bousculées, il y a les déménagements, ce qu'on perd, ce qu'on retrouve, ce qu'on conserve, ce qu'on ne conserve pas. Et voilà, donc c'est cette enveloppe pleine de cheveux et cette lettre qui vont permettre de constituer le dossier m'ont fait prendre conscience de la part intime, de la part mémorielle et de la part familiale et de la part aléatoire aussi de ces preuves qui permettent de constituer une reconnaissance. Et c'est en fait des gens, un monde, un univers et un continent que j'ai découvert lors de ces deux journées-là. Donc je me suis dit, et quelqu'un du Comité français pour Yad Vashem qui était là, et je suis allé les revoir. Corinne Melloul. Alors Corinne n'était pas là, non, c'était Viviane Lombroso qui était là, et elle m'a parlé de Corinne. Alors Corinne Melloul,
c'est une dame qui travaille... En fait, le département des justes au Comité français pour Yad Vashem, c'est Corinne Mulhoub. C'est une personne qui est là-bas depuis 25 ans, qui a enregistré aussi beaucoup de voix, de témoignages de justes quand ils étaient encore vivants. Et Corinne, je suis allé la voir et elle m'a fait confiance. Voilà. Je lui ai demandé qu'elle me raconte des histoires. Je l'ai écoutée et puis je lui ai dit, bon, mais d'accord, très bien, on va partir. On va aller voir ces gens-là. Il y a quelques justes encore vivants, à l'époque, c'était il y a 2 ans. On va aller voir les descendants des 2 côtés des familles, sauvés, sauveurs. On va aller voir les lieux et on va essayer de reconstituer les réseaux, les mailles, enfin, toute cette partie complexe, toutes ces circonstances-là. Alors, je ne vous ai pas répondu. Tout à fait, vous m'avez mentionné trois livres importants. Lucien Lazare, qui était en fait la personne qui s'occupait à Jérusalem de la partie française, qui a fait un travail énorme, qui a fait ce dictionnaire en 2002, qui a été préfacé d'ailleurs par Jacques Chirac, et qui, lui, évidemment, il avait accès aux fiches, en fait, des documents, et donc il avait résumé, à l'époque, il y avait à peu près 1000-1200 justes. Et c'est un point de départ, c'est un tremplin. Quand on lit ces fiches, on se dit, ah oui, voilà, il résume, et on se dit, on a envie vraiment d'en savoir tellement plus sur qui est qui. Ce sont d'ailleurs ces fiches-là qui sont reprises à l'heure actuelle sur le site de Yad Vashem. Voilà, qu'on retrouve sur le site. Patrick Cabanel, qui avait aussi fait cette biographie d'Alice Ferrière, oui. Qui est la première juste française. En 1964, vous avez cité l'abbé Fleury. Et juste après, il y a Alice Ferrière, qui est une protestante, qui est une professeure de mathématiques à Murat, dans le Cantal, qui est aussi la belle-sœur d'un des plus grands résistants, et pour ma part, dans mon panthéon, d'un de mes grands héros, qui est le grand mathématicien français de l'époque, qui est un grand chef résistant, Jean Cavaillès. Et Alice Ferrière, donc, elle avait reçu beaucoup de lettres d'enfants ou de personnes qu'elle avait sauvées. Donc Patrick Cabanel, qui est un historien du protestantisme, a travaillé sur elle, chère mademoiselle. Et puis il y avait ensuite une histoire des justes, qui était beaucoup, j'avais regardé, qui était aussi, comme c'est un historien de protestantisme, il avait travaillé sur le Chambon-sur-Lignon, sur le plateau du Chambon, donc c'était un peu orienté sur le protestantisme. Et puis, vous m'avez cité un 3e livre, peut-être. En tout cas, il n'y avait pas cette... Moi, j'ai toujours pratiqué une histoire du terrain, une histoire où je vais voir les acteurs, les témoins et les lieux. C'est une histoire narrative, je raconte mes rencontres, je reconstitue tout cela dans un récit. Et je savais de toute façon que ça n'avait pas été fait. Et... Donc, et surtout, il y a 4300 justes, donc en fait, il y a peut-être 4300 livres à faire. Et à chaque fois que Corinne me lançait quelques phrases, il y avait une véritable force. J'avais envie de quitter le siège devant elle et de m'en aller tout de suite et d'aller exactement savoir ce qui s'était passé et pourquoi, quels étaient les motifs, quelles étaient les raisons. Voilà. Donc, il y avait quelque chose de plus fort que moi. Donc, je reprends quelques idées que vous avez émises. Là, vous avez parlé de notions collectives. Je pense effectivement que c'est important. Il y a évidemment un juste ou une juste, mais à côté d'elle, de lui ou d'elle, il y a aussi souvent un réseau. D'ailleurs, parmi les justes, parmi les nations, plus souvent, il y a plusieurs justes qui sont honorés en même temps. Une famille ou des voisins ou des choses comme ça. Et je prends pour exemple ce qui est bien connu maintenant ici à Lille, à Fively, le sauvetage de Fives le 11 septembre 1942. Certes, il y a la 25 cheminots, dont 3 ont été déjà ou vont être honorés, mais ces 25 cheminots. Mais après,
une fois qu'ils étaient sortis de la gare de Fives, il fallait aussi une chaîne, notamment, on en parlait tout à l'heure, Jean-Claude, le Café Sarrasin, qui a recueilli cette soixantaine d'enfants. Il fallait, et après le dispatcher dans la commune d'Hellemmes. Et les habitants d'Hellemmes sont aussi finalement impliqués dans ce sauvetage, à un second degré peut-être, mais sont impliqués. Je crois, enfin, je prends cet exemple qui nous est proche pour indiquer que c'est vraiment aussi une chaîne et que c'est collectif. Alors, quand vous parlez aussi de Yad Vashem qui sauve la trace, ça, je pense que c'est très juste. J'ai repris votre phrase, hein, Yad Vashem qui sauve la trace de ces sauvetages, effectivement. Si on veut y connaître, enfin moi que j'ai travaillé un petit peu d'abord sur Yad Vashem, enfin il y a une trentaine d'années déjà, à Yad Vashem pour recueillir déjà des témoignages qui sauvent cette trace. Alors j'en viens aussi à une autre question à laquelle vous avez déjà un petit peu répondu, qui effectivement porte sur la nature de votre investigation, parce qu'effectivement vous faites un travail d'historien incontestable, mais pas seulement, pas que. Et vous n'allez pas seulement que dans les archives, vous allez vers les gens, et vous venez de le dire, que c'est ce qui vous intéresse. Et je reprends par exemple dès la page 19, donc tout au début, ça commence par « J'ai un rendez-vous avec une juste parmi les nations ». Et donc vous allez raconter votre rencontre avec cette juste. Donc ce n'est pas seulement raconter le sauvetage, comme peut le faire un historien qui s'en va dans les archives, et j'en sais quelque chose, et qui se limite qu'à ces archives. Non, vous allez au-delà et vous allez effectivement vers ces témoins. Bon, vous venez un petit peu donc vous racontez aussi la rencontre passée, sans doute, la rencontre avec ceux qu'ont accompli ces justes, mais vous racontez aussi votre rencontre présente avec ces justes, et c'est ce qui vous intéresse encore davantage, j'ai l'impression. Enfin, davantage, peut-être pas, mais autant, tout au moins. C'est-à-dire que depuis 25 ans, je n'ai cessé de rencontrer des acteurs, des témoins de l'histoire, et je sais que dans la rencontre, dans les questions, dans le temps qu'on passe avec eux, il y a toujours des choses nouvelles, il y a toujours des éléments, des circonstances qui surgissent. Quand je suis allé voir en particulier Odette Blanchet, qui est aujourd'hui une des 2 dernières justes vivantes, mais qui est la seule en mesure de raconter ce qu'elle a fait. On est confronté, vous savez, on est toujours confronté à l'énigme. Pourquoi ces gens-là, à un moment, de manière urgente, ont agi, soit de manière isolée, soit de manière organisée, ça on y reviendra, mais quand l'histoire tape à leur porte de manière dangereuse et urgente, qu'est-ce qu'il s'est véritablement passé dans leur esprit? Voilà, j'allais la voir en disant qu'elle reconstitue, et j'avais la chance aussi d'aller voir en même temps l'enfant, un des 2 enfants qu'elle avait caché, qui était devenu un grand médecin, et de confronter en fait leur version, de confronter exactement les circonstances, parce qu'ils en avaient la mémoire exacte. Et quand on est historien, on a toujours, c'est un peu le complexe de Barbe Bleue, vous savez, vous ne pouvez pas rentrer dans la chambre interdite. Vous ne pouvez pas rentrer, vous arrivez trop tard. Vous arrivez après la bataille, vous arrivez après les événements. Mais quand vous avez la chance d'être en présence de ceux qui l'ont vécu et de pouvoir essayer de reconstituer exactement la scène, les scènes. Et avec Odette, parce qu'elle a fait déjà ces récits-là, et donc même si elle a 99 ans, tout est là, parfaitement organisé dans sa mémoire. Et comme chez Jean-Claude Moscovici aussi, même s'il avait que 6 ans, tout s'est incrusté, gravé, comme dans du marbre, chaque moment. Donc, c'était aussi, reconstituer ces scènes-là. Et Odette s'est donné aussi l'occasion. Nous arrivons aussi très tard et nous estimons peut-être que ces gestes-là sont extraordinaires. Or, eux, Odette et Jacqueline Bell, qui est l'autre juste vivante que j'ai rencontrée, donnent les témoignages vivants que pour eux, le geste était ordinaire. C'est ça aussi, ce décalage entre notre perception, peut-être un peu notre préjugé presque par rapport à leur action, et
le sentiment qu'ils ont, et qu'on va retrouver d'ailleurs dans tous les témoignages, c'est-à-dire, c'est pour ça d'ailleurs j'ai choisi ce titre, il fallait bien les aider, qui est la phrase recueillie par la fille d'un juste vietnamien, quand elle interroge son père, cette évidence-là, parce que c'était normal, parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Et replacer ces gestes-là dans la trame quotidienne de ce qui se passait dans leur village, dans les villes. Alors, je vous interromps parce qu'on arrive un petit peu justement à une question sur laquelle nous avons légèrement, parce qu'on n'a pas eu le temps de vraiment communiquer, mais vous avez un petit peu accroché à cette question que je dis, ont-ils agi spontanément? On en est un petit peu à ça. Alors voilà, moi j'ai toujours une réticence à invoquer la spontanéité de ces gestes salvateurs, et justement ce que vous venez de dire me conforte un petit peu dans cette réticence, parce qu'effectivement ces gestes agissent bien souvent en fonction de valeurs qui les guident dans la vie quotidienne. C'est parce que en amont, il y avait déjà en eux très fortement des convictions très fortes qu'il faut aider son prochain, qu'il faut aider les personnes. Et bien avant la situation d'urgence dans laquelle il se situe, lorsqu'il faut brutalement, de manière tout à fait inopinée, sauver un enfant, sauver un adulte, mais certains peuvent réagir, non, moi jamais, d'autres vont, on va dire, spontanément. Non, c'est pas si spontané que ça. C'est qu'avant, en amont, il y avait déjà intégré en eux, imbibé en eux, si j'ose dire, des valeurs qui fait que, eh bien, ils ont fait ce geste. Et vous m'avez du coup répondu, mais c'est la banalité du bien. Effectivement, j'ai retenu cette phrase que vous m'avez renvoyée dans un courriel, c'est la banalité du bien. Et je vous laisse tout de suite la parole, mais je voudrais tout de même citer là une phrase du pasteur Trocmé, ce fameux pasteur qui a incité sa population au Chambon-sur-Lignon, sa paroisse du Chambon-sur-Lignon, à cacher ses enfants sur le plateau. Eh bien, il disait, je ne sais pas ce qu'est un juif, nous savons seulement ce que sont des êtres humains. Il faut aider les êtres humains. Et voilà, et c'est ça le point de départ. Donc, la spontanéité, bien sûr, dans l'urgence, il y a un geste qui peut paraître spontané, mais si on y regarde de près, il y a en amont tout un geste, enfin, comment dire, une somme de sentiments qui fait que on a ce geste salvateur. Alors, c'est peut-être pas un geste complètement réfléchi, mais sur le coup, mais quand on y regarde de près, je pense qu'il y a tout de même un geste réfléchi. Et là aussi, je prends encore un exemple, puis après je vous laisse la parole quand même, c'est pas moi qui dois parler, c'est le pasteur Nick qui a effectivement hébergé dans son presbytère à Fives les personnes qui ont été sauvées, mais qui a sauvé énormément d'autres personnes. Et d'ailleurs, en général, ces justes ont aussi sauvé d'autres personnes que des juifs. Monsieur. Mais là, je vous laisse la parole. Et spontanéité ne veut pas dire absence de raison. C'est ça. On pense que spontané, ça vient de, ça vous tombe de là-haut, ou ça vient d'une source mystérieuse en soi. Moi, je vous ai répondu sur la banalité du bien, évidemment en référence à la notion d'Hannah Arendt de la banalité du mal, mais creusons justement cette notion de banalité du mal et revenons à un moment qui d'ailleurs est central et capital pour l'histoire des justes et l'histoire d'Israël, qui est le procès Eichmann, lors duquel Hannah Arendt, envoyée par un journal américain, élabore cette notion-là. On y reviendra peut-être, mais elle est centrale pour Israël et les notions de juste, puisque c'est le procès Eichmann qui incite Yad Vashem à actualiser, à donner une forme concrète à une notion qu'ils ont créée en 1953 lors de la création de Yad Vashem. Mais on est en 62, il ne s'est rien passé entre. Hannah Arendt, quand elle voit arriver Eichmann, elle pense... Elle croit... Excusez-moi de vous interrompre, c'est 1961, Eichmann. Oui, 61, pardon. 61, et puis 62, les premiers justes en Israël. Mais c'est véritablement la suite du procès Eichmann et de ce que ça va déclencher en Israël, dans la société israélienne. Quand elle voit arriver Eichmann, organisateur de l'extermination en particulier des 400 000 juifs hongrois, elle a une pensée, elle pense découvrir un personnage diabolique. Elle a une perception
d'un homme qui incarne le mal avec un grand M. Et quelle est sa surprise de découvrir un petit homme gris, un petit fonctionnaire, sans relief, sans personnalité apparente, et qui ne cesse de dire qu'il n'a fait qu'obéir à des ordres, et à une autorité, à un État, à une administration. Et là, elle forge cette notion de banalité du mal. Et surtout, plus important encore, elle comprend que Eichmann met en avant une absence de soi. C'est-à-dire quelqu'un qui dit ben non, moi je ne fais qu'obéir, je suis absent à moi-même, je ne réfléchis pas moralement à la portée de mes actes. Une sorte de mise en suspens de la personnalité. Et si on retourne justement ce concept de banalité du mal en banalité du bien, le juste, le futur juste, c'est celui qui, confronté à l'histoire, va répondre présent, ne va pas s'absenter de soi-même. Et pourquoi il ne s'absente pas de lui-même? Parce qu'il va, et là je vous rejoins et je vous retrouve, parce qu'il va puiser, il a une sorte de réserve intérieure, des ressources qui sont irriguées par de multiples sources possibles. Ça peut être des ressources spirituelles, de convictions religieuses, protestantes, catholiques, ça peut être des expériences d'association, ça peut être un engagement patriotique. Odette me dit que j'ai la France dans la peau. Mais ça peut être aussi une empathie par rapport à des gens qu'on connaît un peu, des voisins. Ça peut être, j'ai regardé rapidement, mais à Lille, il y a le cas d'un médecin qui reçoit quelqu'un apporté par une catholique, et on lui demande est-ce que vous pouvez vous occuper de cet enfant. Il la reçoit d'abord en tant que médecin, il voit cet enfant. Il ne la connaît pas, mais il y a un lien tout de suite qui s'établit. Oui, c'est le médecin Baron. Il a un enfant Lipschitz, je crois. Bischoff et Kozlowski. Et à Mont-Saint-Barreul, mais après ils vont venir à Lille. Il y a... mais plus important, c'est cette idée d'avoir une réserve où elle est puisée quand on pourrait avoir peur, quand justement ce trouble, ce brouillage complet, cette panique peut se déclencher et faire qu'on oublie qui on est et ce qu'on peut faire. Et c'est ça, me semble-t-il, la source commune, le point commun à ces actions-là. Ensuite, il faut prendre en compte la conséquence de ces actes. C'est-à-dire qu'une fois que vous ouvrez la porte, une fois que vous tendez la main, soit en effet vous êtes dans une association organisée, et on retrouve les mêmes procédés que pour sauver des aviateurs, pour sauver des résistants. C'est-à-dire, de toute façon, anthropologiquement, il s'agit toujours de la même manière. On résiste comment? En se cachant, en faisant disparaître, en prenant d'autres identités. Ça a toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité. Donc là, il s'agit d'avoir les mêmes ressources, les mêmes stratagèmes pour aider ces personnes juives. Et donc, je crois que là, il y a ce trésor qui ne demandait peut-être qu'à surgir. En fait, il y a une sorte de réaction, de révélation du futur juste à ce qu'il peut faire. Alors, il y en a d'autres qui, parmi ces justes, il y a des cas où, une fois qu'on en a sauvé un, ça va déclencher même un volontariat. J'aime beaucoup une femme, Louise, à Pontarlier, qui va aller à la gare
et voir, parce qu'elle sait bien qu'il y a dans les trains qui arrivent de Paris notamment, on n'est pas loin de la frontière suisse, donc il y a des familles juives qui descendent là et qui vont essayer de passer la frontière, donc elle les repère, et elle y va régulièrement, très régulièrement, donc elle a une démarche très volontaire, et elle fait presque une traque, hein. Mais cette fois-ci, une traque pour le bien. Elle repère les gens qui sont dans une sorte de nécessité de perdition pour pouvoir leur tendre la main et pour pouvoir les aider à passer la frontière. Donc, il y a... et puis, moi, ce qui m'avait... Mais ça, on pourra en reparler, mais il y a aussi le cas... Prenons le cas d'Odette. Il peut y avoir plusieurs sources à une raison à l'action. Elle me parle de son engagement patriotique, et c'est d'ailleurs pour aider la famille Moscovici qu'elle va rentrer dans un réseau de résistance, toujours pour faire des photos, par exemple. Elle va aller voir son oncle d'abord, qui va lui présenter un instituteur, et l'instituteur lui dit « Bon, ben... si vous voulez vraiment les aider, il faut aller voir un tel. » Donc, c'est pour aider la famille juive qu'elle devient résistante, mais elle connaît aussi les Moscovici, parce que le docteur Moscovici, dans ce petit village, il soigne son grand-père, et il a sauvé la vie de son grand-père, et donc il y a des liens. Elle connaît Madame Moscovici, elle s'occupe des enfants, donc il y a une sorte de familiarité, d'empathie naturel qui s'est établi, mais vous pouvez avoir, j'aime bien aussi le cas à Paris d'un monsieur Aran, qui est un ancien combattant. Il y a beaucoup d'anciens combattants parmi les justes. Donc évidemment, ils ont un engagement, ils ont la mémoire de leur combat de soldats, et puis ils ont vieilli, ils voient ce qui se passe. Et monsieur Aran, il est dans une rue du 20e, le 16 juillet 1942, il dort mal, il est asthmatique, il fait chaud, il se réveille à 4 heures du matin pour ouvrir la fenêtre. Il y a aussi la part du hasard, hein. C'est ça que moi j'ai découvert dans ces enquêtes, c'est parce que les circonstances, c'est-à-dire que ça peut être aussi des hasards heureux, des heureuses rencontres. C'est important qu'on travaille l'histoire, c'est-à-dire redonner la place à l'aléatoire dans l'histoire. Et M. Aran, il ouvre la fenêtre, il voit que la rafle du Veldiv, ce qu'on va appeler la rafle du Veldiv, va commencer dans sa rue. Il voit les camions et il pense à une famille, les Patalovski. Et là aussi, on est dans la quotidienneté. Il les connaît depuis 1 an, ils habitent de l'autre côté de la rue. Le gosse n'a pas cessé de l'enquiquiner parce qu'il sonne tout le temps à la porte comme un petit schnappant, et puis ils ont fait connaissance, et puis il a fait connaissance avec la mère, il a vu qu'elle était dans un besoin, une affliction parce que son mari était déjà déporté, et c'est ce lien un peu ténu, fragile du Paris des années 40 qui fait qu'il pense tout de suite aux Patalovski, à ce qui peut leur arriver. Mais il a le réflexe, et c'est aussi ça, ce réflexe de l'ancien combattant. Il se dit, je vais me confronter à la police française, il y aura peut-être des Allemands, donc il faut que je présente bien, il faut que j'impressionne, parce qu'il pense tout de suite à l'acte qu'il va faire, qui est de sortir de la nasse, les Patalovski, et donc il va chercher sa veste où il y a toutes ces médailles, pour pouvoir en imposer. Et il va les croiser, parce qu'il va embarquer le gosse rouler dans un tapis, il va emmener et il va commencer durant cette nuit-là dans sa rue, parce qu'il en connaît d'autres, et il va les amener chez lui dans sa quincaillerie, dans une trappe, et il va en mettre 14. Donc on voit qu'en fait il y a une sorte de complexe qui se met en place entre le hasard, entre ses convictions, ses relations. Après, les causes aussi, bon, ça on abordera sans doute, le volet politique. De toute façon, c'est une manière
le juste dit oui à la fois à celui qui lui demande quelque chose ou celui qu'il voit, et il dit non à la fois aussi. Il dit non à une politique de répression, à une politique globale, collective. C'est une manière de dire non, seul ou dans un réseau. Mais j'ai tendance à croire que, comme vous voyez dans l'histoire, on a souvent des confrontations, soit entre des puissances équivalentes, soit entre des puissances très disproportionnées. Et là, en l'occurrence, pendant la guerre, c'est un élément très fort, c'est un pouvoir organisé qui met en place une politique globale d'extermination et de déportation. Et j'aurais tendance à penser que les justes, les futurs justes, font partie des faibles, des plus faibles, et que l'action des justes, c'est la réponse du faible au fort, qu'on retrouve assez souvent dans l'histoire, c'est-à-dire le stratagème, comment agir quand l'espace est quadrillé, surveillé, et donc voilà, c'est une nouvelle incarnation de l'action du faible, action efficace, mais qu'on peut trouver ailleurs en histoire. Si je reprends quelques éléments de ce que vous venez de dire, là, parce qu'au fur et à mesure, il y a des idées aussi qui émergent. Vous avez parlé d'un geste ordinaire. C'est justement parce que, j'en reviens au début de notre conversation, là, tout de suite, c'est que, effectivement, si il y a en amont toute cette implication dans ce qu'on pourrait appeler la banalité du bien, donc c'est un geste ordinaire, et c'est ce qui explique que quelquefois, eh bien, ils ne veulent pas être honorés, parce que c'est tout à fait ordinaire, et parce que aussi, plusieurs refusent d'être honorés, et quelquefois, même les enfants et les petits-enfants refusent, une fois que ils sont décédés, ces personnes salvatrices, eh bien, les enfants, les petits-enfants refusent également, parce que justement, le geste était ordinaire et ne mérite pas d'être honoré, pense-t-il. Alors, quand vous avez parlé aussi d'engagement sur un engagement spirituel, etc., si je reprends aussi le cas de l'île Fives, c'est en fait, la plupart des cheminots étaient syndiqués. Et le Fives est une population très ouvrière, très impliquée politiquement. Le Front populaire avait eu un très grand succès à Fives. Donc, dans cette population qui a aussi été complice après le sauvetage par les cheminots, il y a cet engagement politique et syndical qui sans doute explique. Je reprends un petit peu en donnant des exemples précis. Et alors, vous avez aussi parlé d'une démarche volontaire. Et bien là, je crois aussi, c'est les infirmières d'Ambroise Paré qui envoient une élève infirmière, elles en vont par le pasteur Pache, elles en vont, passe quelque chose à la gare, donc elles envoient une élève infirmière pour voir ce qui se passe. Et l'élève infirmière revient en disant ce qui se passait, c'est comme ça que l'élève infirmière revient avec son sac à dos et qu'elle va sauver le petit Michel dans son sac à dos. Donc là aussi, il y a une démarche volontaire. Et elle cachait, avant de cacher le petit Michel parent, elle cachait des aviateurs anglais. Donc là, il y a le cas d'une démarche volontaire. Bon, excusez-moi de prendre un petit peu, de vous voler un peu la parole et de remettre dans le feu. Je pense qu'on a encore le temps un tout petit peu. Moi, ce qui m'a aussi souvent étonnée, et c'est le cas aussi du travail de Laurent Thévenet, sans m'échapper, qui a travaillé sur les cheminots justes, pas seulement dans le Nord, dans toute la France. Mais finalement, ils sont de toutes les catégories sociales. On retrouve très bien un royaliste en Bretagne qu'un cégétiste, par exemple Douce, était communiste. On retrouve tout cela, et je crois que dans votre livre aussi, il y a ce mélange social. Oui. Le petit chenapan là qui sonne à la. Mais il y a une blanchisseuse de Paris, qui est une sorte de Cosette, qui n'a plus de famille, qui va trouver une famille en sauvant 9 personnes, dont son futur mari. Moi, j'ai travaillé avec la fille née de ce mariage. Cette blanchisseuse. Après, l'année dernière, il y a eu la cérémonie récompensant le premier diplomate français. Oui. Qui travaillait dans la légation au Vatican. Il y a un très grand notable de Vendée qui, lui, alors vraiment, est un grand résistant
il fait partie de l'immense réseau Alliance. Et dans son château, où j'ai retrouvé, je vous parlais des passionnés, une vieille historienne qui avait travaillé sur lui, qui a permis que le dossier aboutisse, eh bien, dans le même château, il y a une famille juive, les Blumenfeld, et puis il y a des aviateurs anglais dans un autre coin du château. Donc là, vous avez vraiment la concomitance. Vous avez un Vietnamien qui est de la bourgeoisie vietnamienne, qui est venu faire ses études de médecine à Nice. Il y a des bergers. Ce qui, je trouve aussi, là, en l'occurrence, parce que je trouve aussi que l'histoire des Justes, globalement, permet d'aborder des aspects restés dans l'ombre, je trouve, de l'histoire de la Shoah en France. Enfin, pour ma part, hein, je parle toujours de mes ignorances, mais Aulus-les-Bains faisait partie de ces dizaines de villages de résidences surveillées. En faisant mes recherches, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de livre sur l'histoire de ces villages de résidences surveillées. Il y en avait localement, vous pouviez trouver un livre, par exemple, il y en a eu un sur Saint-Gervais-les-Bains, hein, qu'on connaît, près de Chamonix. Il y en avait un près du camp de Gurs. Il y en avait un dans la vallée de Vésubie. Saint-Martin de Vésubie était un village de résidence surveillée. C'est une réalité très importante, d'abord dans l'administration du régime de Pétain, hein, puisque c'est le régime de Vichy qui met en place ces lieux qui permettent de surveiller, d'extraire de la communauté nationale les Juifs. Quantitativement, c'est très important. Il y en a des dizaines, et à chaque fois, dans un village, vous avez 500, 800, 1000 Juifs, souvent dans des lieux bien particuliers, c'est-à-dire dans des lieux au fond de vallée qu'on peut verrouiller facilement avec un cordon de gendarmerie, dans des zones montagnardes, balnéaires, donc il y a la capacité hôtelière pour des pensions, des hôtels. Et là, Aulus-les-Bains, c'est un lieu à la fois balnéaire, mais où la population habituelle, ce sont des bergers, vous êtes à la frontière espagnole, et c'est très intéressant, en discutant avec les enfants de ces gens-là, il y a plusieurs familles qui ont été récompensées, de comprendre le mécanisme, comment petit à petit, ces gens qu'ils voient arriver au mois de mars, avril, mai 42, avec qui ils apprennent à vivre. Les enfants vont à l'école, les médecins s'occupent de la population, les tailleurs font des vêtements, enfin bon, ça. Ils ne font rien pour eux. Il y a une sorte de cohabitation assez tranquille, mais ils ne font rien pour eux. Et puis comment ils basculent dans le geste volontaire, ces bergers, hein, parce que, et ça c'est très important pour comprendre aussi la chronologie et le calendrier et l'action des Justes pendant la guerre, ils voient, et je pense, en fait c'est quand il y a des grandes actions de répression, comme à Lille le 11 septembre 42, la grande rafle, là où il y a un élément quelques jours avant qui est très important pour la France, c'est la grande rafle dans toute la zone libre du 26 août 42, qui est un moment crucial. On parle tout le temps de la rafle du Veldiv, on est focalisé parce qu'elle est à Paris, parce qu'elle est sur un lieu. Et pour moi, une de mes découvertes, vous avez tout à fait raison, est la rafle du 26 août 42. Parce qu'en amont, vous avez le basculement des grandes autorités catholiques. Hein. Je vous renvoie à la grande lettre pastorale de Monseigneur Saliège à Toulouse et d'autres évêques à Foix qui circulent, qui sont lus dans les églises. Saliège qui a des phrases extraordinaires sur le silence, quand il répète, il y a le silence du recueillement, il y a le silence de la servilité, il y a le silence complice, il y a le silence de la résistance, et quand il termine en disant « Et vous, quelle est la nature de votre silence ?» Il renvoie tous les fidèles à leur conscience. Et puis, le 26 août 42, c'est dans toute la zone libre.
c'est pas un lieu en particulier. Et c'est en dehors des Allemands. Et c'est en dehors des Allemands. Et c'est le seul lieu en Europe où vous aurez une rafle organisée strictement par les Français. Et là, chose importante et qui explique aussi, mais c'est une partie de l'explication, parce que tout ça c'est un puzzle. Par exemple, toute cette population d'Aulis-les-Bains, elle voit s'abattre très concrètement sous leurs yeux la répression de ces gendarmes qu'elle connaît sur des gens qu'elle connaît depuis 3 mois. Et là, il y a une prise de conscience. Et là, ils se disent, bon, mais là, il faut faire quelque chose. Ils envoient partir 200, 300 sur les 800, et ils vont leur proposer des passages à 2000 mètres. Vous imaginez, avec des gens qui n'ont jamais mis les pieds à la montagne, qui sont avec des chaussures de ville, qui sont parfois âgés, mais ils vont les emmener, ils vont faire des voyages pendant tout l'hiver 42, avec des moments, je crois, vraiment déchirants, et à la fois du sauvetage et de la séparation, parce que vous les emmenez à 2500 mètres jusqu'à la borne franco-espagnole, et puis vous leur dites adieu, vous les lâchez. Advienne que pourra, bon courage, et vous n'avez plus de nouvelles, vous ne saurez plus rien. Et c'est aussi ça, je reviens sur le mémorial, c'est que la mère de Jeanne Rogal m'a fait prendre conscience que ces gens-là, souvent, parfois, toute leur vie, se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Moi, je les ai aidés à un moment. Alors parfois, ils ont gardé contact, hein, parfois, ils les ont aidés, conservés, gardés jusqu'en 44, 45. Mais parfois, ils étaient de passage, et puis ils les ont passés à quelqu'un d'autre dans le réseau d'entraide. Et puis, parfois, il y en a qui ont été quand même arrêtés, déportés. Mais l'histoire de Madame Rogal, parce elle est extraordinaire, parce que 60 ans après, elle va les retrouver. Elle va retrouver en particulier le bébé qu'elle a porté jusqu'à 2500 mètres et qui vit au Canada. Et c'était ça aussi, cette interrogation modeste. C'est quelqu'un qui n'en a jamais parlé, mais qui, voilà, y a pensé pendant 60 ans. Et le petit bébé, qu'est-ce qu'il est devenu? Voilà, on s'arrête là. On va laisser passer la parole à la salle. Je crois qu'il est temps aussi de vous accorder la parole. Donc, s'il y a des questions, eh bien, c'est le moment de les poser à Monsieur François-Guillaume Lorrain. Excusez-nous, parce qu'on est très... Oui, on voit rien. Fabienne, on voit rien. Il y a une question. On est assez éblouis. Mettez le micro près de votre... Bonjour, je m'appelle Freddy Avni, je viens de Bruxelles, en Belgique. Plein d'éléments que vous avez cités peuvent être transposés à la Belgique. Ce d'autant qu'une partie de ma famille a d'abord fui en France, que mon grand-père a été déporté via les camps du Pas-de-Calais et le Boulonnais par les 16e et 17e convois qui sont venus vite chercher les prisonniers dans le Pas-de-Calais. J'ai d'ailleurs eu un échange avec madame à ce sujet. Et si je voulais intervenir, c'est par rapport à la première question qu'elle vous a posée, c'est pourquoi aujourd'hui? Je pense que vous avez tout à fait raison. Vous avez utilisé le mot gratitude. Et en fait, moi, j'utilise le mot reconnaissance dans la double acception. La nouvelle connaissance, parce que je pense qu'on a trop oublié le rôle des justes, et nous avons plein, effectivement, de gratitude et de reconnaissance par rapport à eux. Merci. Merci pour... Oui, alors c'est tout un aspect dont on n'a pas parlé, c'est finalement dans quel cycle mémoriel s'inscrit cette reconnaissance des justes en France. Comment les justes ont pris une place, mais tardive, dans notre mémoire collective, dans l'espace public, dans l'espace politique français. Parce qu'il y a eu d'autres cycles mémoriels avant, par rapport à cette Seconde Guerre mondiale. Hein. Il y a eu le cycle résistant. Les résistants ont pris la parole, ont souvent accédé
à des postes importants aussi, ils ont eu des relais, il y a eu un contexte politique qui leur était favorable, il y a eu un retournement, enfin, qu'on connaît tous, ce glissement à partir des années 70 vers, au contraire, on va parler plus de la collaboration. Pour la déportation, il y a aussi eu le cycle à l'égard des morts, tout simplement. Il fallait parler des morts, il fallait parler... il y a eu les déportés revenus qui ont peu à peu pris la parole. Et dès lors, il restait un peu une zone grise. C'est ces gens-là qui d'abord, évidemment, pour des raisons bien explicables, n'en avaient pas parlé pendant, n'en parlaient pas après. Combien de fois, en fait, dans les familles, chez les descendants, on recueille cette parole. Oui, j'ai aidé des juifs. Voilà, on referme la parenthèse. Ça ne vaut pas plus, on ne s'y attarde pas. Donc, dès lors que les protagonistes eux-mêmes ne font pas leur propre récit, c'est compliqué d'aller chercher, justement, surtout s'ils appartiennent à la simplicité même de la société civile. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que toute la première vague des Justes de 64, on va dire, jusqu'à la fin des années 80, ils appartiennent surtout souvent à des réseaux, oui, à des associations religieuses. Donc, parce que ces associations sont, par définition, elles ont pignon sur rue, elles sont organisées aussi, tout simplement, de manière de faire connaître ce qu'elles ont, leur action. Mais le basculement mémoriel, il y a aussi, il faut prendre conscience aussi que ça vient de la communauté juive. C'est-à-dire que le temps passant, et les volontaires, ce qu'on a appelé les volontaires francophones dans les années 80, prennent conscience que les gens meurent, les gens disparaissent. Il faut bien à un moment reconnaître, vous parlez de reconnaissance, cette gratitude, et ils font savoir dans la communauté, mais parce que dans les années 80, vous imaginez qu'il n'y a que 450 justes en France. On est à 4200. Donc, parce que tout simplement la communauté juive ne sait pas qu'on peut avoir cette démarche vis-à-vis de Yad Vashem. Donc, il y a un travail d'information qui doit être fourni. Et ce travail, il n'est pas fourni pour une bonne raison, c'est que, d'abord, les cérémonies, il y a très rarement des cérémonies. Les médailles peuvent être remises, mais Jacques Pulvar, qui est à la tête de ces volontaires francophones, disait, mais vous savez, quand moi je me suis occupé de tout ça, parfois les médailles étaient dans un tiroir à l'ambassade d'Israël. Elles n'étaient pas remises, il n'y avait pas de cérémonie. Donc, comment voulez-vous que les gens soient au courant si vous n'avez pas de cérémonie aujourd'hui? On le sait parce que les cérémonies sont relayées, parce qu'il y a des articles dans la presse. Parce qu'il y a des personnalités publiques qui prennent la parole. Là, dernièrement, il y en avait une à Lyon, il y avait le préfet du Rhône qui a pris la parole pour récompenser quelqu'un dans le commissariat de police qui avait fait des faux papiers. Donc, et s'il y avait des cérémonies, elles avaient lieu souvent dans les synagogues, donc pas encore dans l'espace proprement public français. Et là encore, je ne suis pas du tout chiracien, mais reconnaissons à Chirac d'avoir, avant même 95, avant même le discours du Veldiv, c'est le premier qui fait une cérémonie en 89 à l'hôtel de ville de remise de médailles des Justes. Donc petit à petit, la communauté juive prend conscience. Mais le travail, il est quotidien, il est à faire encore. Moi, pendant que je faisais le livre, j'ai beaucoup, non seulement ma compagne est juive, mais beaucoup d'amis dans la communauté qui, quand je leur parlais du projet, me disaient « Ah bon, on peut le faire, on peut, mais comment on fait ?» Donc il y a tout le temps ce travail mémoriel qui aujourd'hui coïncide avec la dernière prise de parole des enfants cachés, puisque en fait ce sont les derniers qui peuvent témoigner et donner des circonstances, donner des éléments, donner des détails qui vont faire aboutir les dossiers. Donc c'est
c'est aussi à remettre dans un contexte beaucoup plus général, beaucoup plus global de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah en France. Et je crois que la notion de juste a une force extraordinaire aussi. Comparons-la avec quelque chose qui s'est fait par rapport aux poilus. Vous savez, il y a une grande affaire mémorielle qui a un peu terminé la mémoire de la Première Guerre mondiale, qui, pendant le centenaire de 2014 à 2018, les villages, les villes ont travaillé sur leurs poilus. Ils ont fait des biographies. Ils ont présenté des petites expositions ici et là. Le juste permet de rentrer très facilement par justement ces portraits, ces figures. Et je crois aussi que le juste est une figure moins intimidante. Il y a toujours eu résistant, ça peut être un effet de combattant, les armes à la main. Quand vous allez en parler dans les écoles, parce que c'est ça aussi aujourd'hui, faut que les jeunes, on sait à quel point la notion de Shoah devient même fragile dans la transmission et dans la connaissance auprès du jeune public, mais quand vous allez leur raconter tout ça, ça leur semble un peu la préhistoire. Donc, là, les justes, ils peuvent se reconnaître parce que c'est une blanchisseuse, parce que c'est un quincaillier, parce que c'est un médecin, parce que c'est une histoire toute simple. C'est quelqu'un qui rencontre une autre personne dans la rue. Ils se rendent compte de cette quotidienneté, de cette évidence et de cette... voilà, ils font le lien entre... comprennent que l'histoire, ça peut, comme aujourd'hui, dans un attentat, comme aujourd'hui, ça peut débouler à chaque moment, dans un coin de rue, à une porte. Donc c'est un atout extraordinaire, je pense, pour la transmission aujourd'hui auprès d'une public. Et moi, j'ai fait plusieurs chapitres avec des professeurs qui travaillaient personnellement, qui travaillaient avec leur grand-mère, enfin, des histoires formidables, mais je leur ai dit, mais bien sûr, il y a le concours national de la résistance à la déportation, bien sûr, il faut travailler sur les dossiers des déportés, mais pourquoi n'associez-vous pas, parce que ça ne se fait quasiment pas pour l'instant, faire aussi des travaux avec vos classes de recherche sur les justes, tout simplement. Et là, on a un portrait complet d'une France, je dirais, d'une France qui redonne foi, enfin qui redonne foi aussi en ce pays. Il y a une autre question dans la salle. Est-ce que... Bonjour, Françoise Marty, Amitié judéo-chrétienne. Je ne suis pas historienne. Je voudrais poser une question naïve. Je ne voudrais pas qu'on trouve de l'impertinence dans ma question. Je voudrais demander comment on fait, et si on le fait, le tri. Comment on fait le tri entre des passeurs qui ont passé, des gens qui se sauvaient et qui l'ont fait par cupidité, bon, en prenant aussi beaucoup de risques malgré tout, et ce qu'on imagine être des justes, c'est-à-dire des gens qui ont agi par générosité. Yad Vashem fait ce tri-là, puisque une des deux conditions, vous le savez sans doute, pour recevoir la médaille de juste parmi les nations, c'est de ne pas avoir reçu d'argent. C'est une condition qui est née de la première liste en Israël des justes, des 12, des premiers en 62, puisque dans cette première liste figurait Oskar Schindler. Oskar Schindler a tout de suite été sorti de la liste. Avant la liste de Schindler, la fameuse, il y a la liste dont Schindler est sorti, parce que tout de suite, on se rend compte qu'il a reçu, dans l'usine à Cracovie, il a gagné de l'argent avec les ouvriers juifs qu'il va ensuite sauver. Et à Yad Vashem, à l'époque, en 62, on comprend tout de suite que ce cas-là peut se renouveler, et donc il faut établir des conditions, deux conditions, ne pas être juif et ne pas avoir reçu d'argent, et fournir 2 documents écrits. Donc, pour
pour faire un peu ce travail, déjà un peu aussi de document écrit, pour faire un peu ce premier travail d'historien. Donc, pour vous répondre, il y a cette notion d'argent qui vraiment sépare la ligne de partage des eaux, là, entre... après, c'est quelque chose qui est toujours vérifié. Ça, je crois que oui. Enfin, justement, les passeurs ont souvent reçu de l'argent, c'est ça le problème. Oui, oui, les passeurs, et même des gens, il y a beaucoup de dossiers ou des cas où on a caché, mais on a reçu de l'argent. Oui, alors, excusez-moi de t'attendre. Et quelquefois, c'est un peu douloureux aussi, parce que quelquefois, les personnes qui ont sauvé n'étaient pas très riches, et donc acceptaient tout de même un minimum pour vivre, parce que quand on cache quelqu'un, on n'a pas de carte d'alimentation, on n'a rien. Et on nourrit sur sa propre carte d'alimentation. C'est ça le problème. Oui, alors, ce que vous dites là me fait penser, par exemple, au cas de la blanchisseuse à Paris. Vous imaginez, la blanchisseuse, elle cache 9 personnes qu'il faut nourrir dans le Paris occupé. C'est comme Anne Frank. Hein, oui, une sorte d'annexe de la blanchisserie. Alors, sa fille me raconte comment elle cache la nourriture, parce que bon, vous savez, les blanchisseuses à l'époque, elle avait encore des sortes de brouettes à linge, et donc elle pouvait cacher parce qu'elle était censée vivre seule. Donc elle ramenait énormément de nourriture, mais qu'elle cachait sous du linge sale pour dissuader toute fouille. Est-ce qu'elle n'a jamais reçu d'argent? Bon, a priori non, puisqu'elle a été... Mais on n'était pas là. Hein. Il y a à chaque fois à faire la part des choses. On ne va pas demander à peut-être... Le juste n'est pas un saint. Il ne faut pas confondre une catégorie morale. C'est pas une catégorie morale. Et donc, mais quand c'est trop évident, quand c'est vraiment, il y a eu un contrat, on va dire presque un marché, là, c'est éliminatoire. Ça marche? Oui. On se pose tous la question, quand on est non-juif, de savoir ce qu'on aurait fait nous-mêmes en ayant peur d'être du mauvais côté. Mais je me pose aussi la question de la fatigue compassionnelle. Comme vous avez étudié beaucoup de dossiers, est-ce que vous avez remarqué, on parlait de 42 tout à l'heure, 42, il reste encore 3 ans. Est-ce que les justes, ceux qui se sont impliqués dans des réseaux ou qui ont fait ça sur la durée, ont réussi à tenir 3 ans? Est-ce qu'il y a eu des phénomènes parfois de fatigue compassionnelle où tout à coup ils ont fermé leurs portes parce qu'ils n'en pouvaient plus? Est-ce que vous avez une lecture sur la durée? C'est très intéressant. Alors, j'ai constaté, mais là encore, c'est un travail. Je comprends pourquoi il n'y a eu pas beaucoup de travaux sur les justes, parce que encore une fois, les traces en sont extrêmement fragiles et extrêmement rares, malgré le formidable travail du Comité français pour recueillir les documents depuis des décennies. Donc, il y a ce moment où un futur juste va transmettre à quelqu'un d'autre. Si je pense que c'est ces moments-là où, éventuellement, il y a une fatigue, comme vous dites. Mais comment savoir? Est-ce que c'est pas aussi, je pense à René Aran, il va garder ces 14 personnes quelques semaines, quelques mois dans sa quincaillerie. On est dans le 20e arrondissement, ça s'est surveillé. C'est tout simplement, on comprend, il va les emmener dans l'Oise. Il a avec son fils une société aussi de camions. Il y a 2-3 camions qu'il va transformer en ambulance. Il va peindre, il va faire des faux camions et pour passer les contrôles, et il va les emmener dans un village totalement perdu au fond de l'Oise, près de l'Aisne, où je suis allé, où il a vaguement de la famille, où il se dit que là, c'est plus tranquille, c'est moins surveillé, et il peut avoir confiance.
Confiance. C'est un mot qu'on n'a pas prononcé. C'est vrai, c'est vrai. Le réseau de la confiance. C'est vrai. Dans cette société où il s'agissait de savoir à qui on pouvait faire confiance ou de qui on devait se méfier. C'était très important. Dans les villages aussi, tout le monde se connaissait. Tout le monde savait qui faisait quoi. Donc, l'histoire des Justes est une histoire de la confiance. Je reviens, donc, je n'ai pas su si c'était pour des raisons simplement pratiques, de sécurité, de prudence, ou des raisons parce qu'il en avait assez du petit Norbert Patalowski, là, qui était dans ses, dans ses pattes. Il y a une part de mystérieuse qui reste. J'essaye de balayer très vite dans les 15 cas. Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est l'histoire d'amour. Parler aussi d'amour. Il y a l'empathie, la passion, l'amitié, il y a plein d'autres raisons pour aider, mais il y a aussi l'amour. Et là, est-ce qu'on se fatigue d'aimer ? Dans les 3 cas, alors évidemment, on dirait, j'ai travaillé avec les 3 descendants. Donc ça veut dire qu'il y a eu des mariages après ou pendant. Donc il n'y a pas eu de fatigue, il n'y a pas eu de rupture. Mais je repense à l'histoire avec le Vietnamien Anne à Nice, donc futur juge. Une fois qu'il bascule, qu'il franchit ce pas, qui est très compliqué, qui est une histoire, une scène hallucinante, ou parce qu'ils sont vraiment sous la menace d'une rafle, pendant 3 heures, il va être en dialogue avec sa fiancée, et lui, il est à la fois français de seconde zone, d'une culture qui n'est pas quand même portée à la transgression, et pendant 3 heures, il ne va pas la sauver, il va lui donner des témoignages qu'on a conservés de sa photo, d'une lettre, parce qu'il pense qu'elle va être arrêtée. Les policiers reviennent à 17h, et entre 14 et 17h, ils sont les yeux dans les yeux, et il dit je penserai à toi, mais je ne peux rien faire pour toi. Bon. Et puis il bascule. Et là, il en prend, pardon pour l'expression, mais pour 3 ans. C'est-à-dire que le reste et la suite de l'histoire, il va l'épouser sous un faux nom, et ils ne vont pas arrêter de bouger de Nice à Clermont-Ferrand, à Saint-Étienne, retour à Nice, on repart. Donc, mais voilà, il y avait un lien qui a fait qui ne s'est jamais fatigué d'eux. Mais votre question est une... J'essaye là de... Je crois que, bon, alors, on peut prendre la voie positive, c'est-à-dire que quand on s'est engagé dans un combat, c'est un combat aussi, je crois, on le mène jusqu'à la fin du combat, jusqu'à la fin de la guerre, une fois que le danger est passé, est écarté. Donc, si c'est un engagement, comme ce ne sont pas des soldats, mais il y a quelque chose de l'ordre du soldat dans le juste. Donc on ne se fatigue pas de combattre, même si on peut avoir des moments de doute, de désespoir. Mais est-ce que, là je réfléchis vraiment à voix haute parce que c'est une question que moi j'ai pas abordée, mais est-ce que cette lumière, puisque cette lumière, chaque jour de voir que vous sauvez quelqu'un, que vous... C'est un pouvoir extraordinaire quand même. Dans la vie, finalement, quand on fait le bilan d'une vie, on a eu des enfants, on a donné la vie, et puis un juste, c'est quelqu'un qui peut se dire qu'il a peut-être redonné la vie. Donc, c'est quand même extraordinaire. On a ce pouvoir-là, un peu de vie et de mort. Il est quand même difficile de retourner et de lâcher et de laisser. Mais je pense que, comme l'histoire des justes est aussi une histoire de la variété et de la richesse de l'âme humaine, et je crois qu'il y a tous les cas de figure. Il y a tous les cas de figure. Il faut tout envisager.
Vraiment tout. Donc je pense que peut-être il y a eu ces moments, il y a eu des cas où j'en dis, bah non, c'est plus possible. C'est plus possible et je ne peux plus vous aider, malheureusement. Et voilà, On peut peut-être encore prendre une dernière question. Oui, j'ai une question assez simple parce que vous faisiez un parallèle tout à l'heure entre la banalité du bien, la banalité du mal par rapport à Hannah Arendt. Et c'est vrai que Eichmann avait dit qu'il était kantien pour justifier sa démarche, c'est-à-dire qu'il respectait les lois de son pays. Est-ce que finalement, quand vous avez travaillé sur les ressources dont vous parliez tout à l'heure, vous avez parlé d'engagement dans des associations, est-ce que quelque part, ces personnes-là n'étaient pas anticonformistes, en fait, fondamentalement, parce qu'il fallait aller contre la loi? Bien sûr. Merci. Ce n'est pas une question. Mais d'abord, je voudrais remercier le passeur nomade, comme vous vous présentez dans votre livre. J'ai apprécié ce livre. J'ai apprécié les personnages que vous avez dépeints et j'ai aussi apprécié quelques pages où vous parlez des justes de l'ombre. Et là, je voudrais vous dire quelque chose de très personnel. C'est que j'ai été une enfant cachée avec mon frère. J'avais 5 ans et demi. Mon frère avait... Non, j'avais 6 ans et mon frère avait 1 an et demi. Et mes parents étaient dans la Creuse, près de Guéret, et ça commençait à aller très mal parce que les Allemands étaient là. Et on emmenait les enfants dans des couvertures, on les emmenait dormir dans la forêt. Enfin, ce n'est pas là mon propos. Et mes parents ont décidé qu'il fallait placer les enfants. Et nous avions vécu à Naï, près de Pau. Et maman connaissait un médecin à Naï. Et elle est allée lui demander s'il connaissait une famille qui pourrait prendre 2 enfants. Le docteur Mourat, qui était un résistant, lui a dit qu'il ne connaissait pas, mais allez vous promener dans le quartier de la Justice, et là, vous trouverez sûrement une famille. Et maman est allée se promener, c'était le matin, quartier de la Justice, et elle est passée dans une rue, une deuxième, et elle a vu une dame qui coupait ses rosiers, et elle l'a regardée. Elle est repartie, elle est repassée une 2e fois, une 3e fois, et là elle est rentrée. Et elle a dit à cette dame, voilà, je suis juive, j'ai 2 enfants, est-ce que vous pourriez prendre mes 2 enfants pour un temps, je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas si je les reverrai. Et cette dame a répondu, mon mari travaille, il rentre à 6 heures, alors revenez à 18 heures et on vous donnera notre réponse. Et maman est revenue à 18 heures et monsieur et madame Menot ont dit, on prend vos enfants et vos enfants resteront juifs. Si j'ai pris la parole, c'est parce que à chaque fois que j'ai l'occasion, je rends hommage à monsieur et madame Menot qui nous ont choyés. Ils nous ont donné tout leur amour, le même amour qu'ils donnaient à leur fils. Mon frère, il l'appelait le chouchou de la maison, avec l'accent. Et je pense les honorer, ils n'ont jamais voulu, ils n'ont jamais accepté qu'on les inscrive. Juste des nations. Comment ? Ni leur fils. Monsieur et madame Menot nous disaient toujours, parce qu'on est revenu à la charge plusieurs fois, nous avons fait cela avec notre cœur et pas pour des honneurs. Et leur fils,
quand ils sont décédés, on est revenu à la charge avec Michel, et Michel a dit « Mes parents se retourneraient dans leur tombe si vous faites quoi que ce soit. » Alors là, on n'a plus insisté, et leur petite fille avec qui nous sommes en relation, on a été en relation pendant 80 ans, et ils ont assisté à toutes nos fêtes, à toutes nos cérémonies, à toutes nos joies et certaines peines aussi. Et c'était ma façon, cet après-midi, de leur rendre un hommage. Et je vous en remercie. Et merci, Daniel, de m'avoir beaucoup écouté. Merci. Ils ne seront jamais sur le site de Yad Vashem, ils ne seront jamais dans le livre de Yad Vashem, sauf si tu le dis à des personnes qui peuvent éventuellement reproduire ton témoignage, effectivement. Et je pense souvent, enfin plus d'ailleurs cet après-midi j'y ai pensé, lorsqu'on parle d'un geste ordinaire, lorsqu'on parle mais c'est parce que justement en amont, monsieur et madame Ménaud avaient déjà bien dans la tête qu'il fallait aider les personnes, quelles qu'elles soient. Je pense souvent à ton histoire lorsque je pense à cette spontanéité ou pas. Voilà. Merci pour votre témoignage. Non, mais je voulais juste répondre, et puis il y a des questions, mais vous savez peut-être qu'à Yad Vashem, quand vous allez à Jérusalem, vous avez cette figure du juste inconnu, hein, qui ne sera jamais reconnu, qui est très importante. Dans ce réseau-là, dans toutes les histoires, il y a des maillons. Un policier qui dit à une dame dans la rue, ne restez pas chez vous demain. On ne saura jamais le nom du policier. Et ce que vous avez raconté me fait penser à deux choses, c'est que ce refus de l'honneur. Le juste, il nous confronte en fait à la pureté aussi, pas simplement à la banalité, mais à la pureté du bien. Parce que en morale, quand on fait le bien, pourquoi on le fait? Est-ce que, il y a toujours la question que se posent les moralistes, est-ce qu'on n'espère pas soit une récompense, soit même pour soi-même aussi, de pouvoir se regarder dans la glace et de se dire « je suis un type bien ». Et là, cette réaction, qui est celle de ces deux personnes, que d'autres ont eue, montre qu'on approche véritablement avec eux de la pureté, hein, du bien. Donc c'est très rare dans l'histoire de l'humanité. Et je pense aussi que Israël, en créant cette récompense, cette décoration, s'est posé aussi la question. Est-ce que faut-il récompenser, quand on retrouve les débats, faut-il récompenser ce bien-là? Parce que donc c'est une question qui nous renvoie vraiment à un fondement de notre morale. Alors, ont-ils été, pour répondre à la question de monsieur, des anticonformistes? Moi, je crois qu'il y a des hiérarchies. Ils ont pesé le pour et le contre, ou bien soit ils ont pas du tout réfléchi, c'est un élan du cœur. La femme du pasteur Trocmé, on a beaucoup parlé, vous en avez parlé du pasteur Trocmé, qui a évidemment, au Chambon-sur-Lignon, a des convictions très, très ancrées, et puis c'est un sacré personnage, le pasteur Trocmé. Mais elle dit quelque chose de très intéressant quand on lui pose la question « mais pourquoi vous les avez aidés ?» Elle dit « bon, évidemment, je suis protestante, mais ce n'est pas mes convictions protestantes qui m'ont incité. C'est parce que quand on est venu me voir, j'ai eu un élan du cœur, j'ai eu un coup de cœur. C'est vraiment une sorte de saisissement. Donc, est-ce que
les personnes qui vous ont sauvé ont eu ce saisissement quand le monsieur est rentré et sa femme lui a parlé de votre mère? Ou bien est-ce qu'ils se sont dit, poser la question du quel risque on va prendre par rapport à la police à Pau? Est-ce qu'ils ont décidé que la bonté, que sauver un être humain était plus important que de respecter les lois du pays? Est-ce qu'ils pensaient, avant même que votre mère vienne les voir, que ces lois, que ces statuts des Juifs n'étaient pas ce qu'il fallait faire, que c'était des statuts honteux, et que la venue de votre mère était une manière pour eux de mettre en adéquation ce qu'ils pensaient des statuts avec la situation qui se présentait à eux? En tout cas, voilà, ces questions anticonformistes, oui, je pense, en fait, de manière plus générale, au sens, ils se mettent en dehors de la légalité, pas de la société, puisqu'ils recréent d'autres liens. C'est d'autres sociétés qui se créent. Hein. C'est des contre-sociétés, soit déjà à l'intérieur d'un réseau, mais soit créées ex nihilo, parce que voilà, dans les villages, ça allait de ferme en ferme. C'est assez frappant de voir de ferme en ferme. Il y a par exemple, il y a une catégorie dont on n'a pas du tout parlé, mais qui est très importante, surtout autour des grandes villes, des très grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, c'est les nourrices. Les nourrices. Vous avez des dizaines de nourrices qui sont justes. Pourquoi? Ben ça, je me suis posé la question. J'ai suivi le cas d'une nourrice. Alors, c'était une réactivation du lien, parce qu'à l'époque, on n'allait partait pas comme ça en vacances, on plaçait ses enfants à la campagne, une bonne air, et donc les nourrices jouaient un rôle très important. Mais ça, c'était avant-guerre, donc quand le temps de la persécution arrive, on pense à qui on peut les confier, de confiance. Donc, les nourrices. Dans les villages, c'est plus calme que à Paris, Lyon, Marseille. Mais je me suis dit, mais dans le lien entre la nourrice et l'enfant, il y a quand même quelque chose, évidemment, de très intime, de très corporel, de très... là, qui va au-delà des mots. Hein. Et donc, voilà, elles ont aussi... je pense qu'on se dit, une nourrice, c'est presque aussi une figure de la bonté en elle-même, une nourrice. C'est quelqu'un qui donne son lait, hein, mais elle donne aussi autre chose. Donc, on accède là aussi à des ressorts extraordinairement intimes. Et pour le cas de celle que j'ai étudiée, pour revenir à la question de l'anticonformisme, je pense que dans une même famille, c'était le cas pour la collaboration et la résistance, l'une pensait oui quand l'autre pensait non. Celle-là, les Allemands étaient en face de chez elle, dans un village. 4 enfants débarquent, dont 3 qu'elle connaît de ce lien de nourrice. La sœur leur dit « Mais tu vas les foutre dehors !» Tu ne te rends pas compte du risque que tu nous fais courir. Et elle dit non, c'est toi qui vas sortir. Et elles ne se sont pas revues jusqu'à la fin de la guerre. Donc, il y a ce moment aussi où, là, je me suis dit, mais là, il y a un lien proprement humain qui l'emporte sur le lien familial. C'est très... Voilà, il y a quelque chose de... La révélation, et c'est pour ça que je pense que l'histoire des Justes est sans doute nous renvoie à quelque chose de le plus bouleversant, et ce que votre témoignage le montre, c'est on est au plus près des sentiments de toute la communauté française de cette époque. Moi, déjà, je vais vous demander si vous n'avez pas fait des études de psychiatrie. Parce que tout à l'heure, vous analysez
le cœur, bon, la bonté. C'est sûr que vous êtes un grand humaniste, ça c'est sûr. Alors je vous félicite. Ensuite, je pourrais témoigner, mais ça va ennuyer beaucoup de monde, parce que quand on milite, même si on a été sauvé par les justes, si on a eu une histoire dramatique, eh bien, ça n'intéresse plus tellement de monde, je peux vous le dire. Par contre, je vais dans les établissements scolaires. Et là, effectivement, c'est le travail le plus important, parce que les élèves, actuellement, avec ce qui se passe, vous parliez tout à l'heure du concours de la résistance et de la déportation. Notre ami Daniel Delmer est avec nous, d'ailleurs, aussi, autour au niveau de ce concours. Et les professeurs nous disent qu'aujourd'hui, comment dirais-je, les cours ont été réduits. Ils ont été tellement réduits qu'ils ne peuvent même plus développer. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça que d'aller dans les établissements scolaires, c'est important. Ensuite, ce qui m'a touchée, c'est que vous avez parlé bourdoisant. Et j'avoue que je suis très émue. Tout à l'heure. Voilà, oui. Ces messieurs, dames ne savent pas. Parce qu'effectivement, j'ai été sauvée par les religieuses. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis avec la présidente de l'amitié judéo-chrétienne. J'ai été sauvée également par le maire de Bourdoisan, et je me sens très culpabilisée quelque part, parce que d'avoir milité pour les autres, j'ai pas tellement travaillé pour moi-même, ce qui fait que j'ai été sauvée également à Livet-Gavet. On a été sauvés plusieurs fois, par le maire aussi de Livet-Gavet, et en fin de compte, je pense que nous n'avons pas fait le nez. Pourtant, j'ai appelé effectivement quand même Yad Vashem, c'est vrai, on en a parlé. Et puis, la personne qui s'en est occupée est partie. Et j'avoue que je n'ai pas continué. Et je me culpabilise parce que je n'ai pas vraiment rendu hommage à ceux qui font que je suis encore vivante aujourd'hui. Merci. Je pense que... Encore une question ? Y a-t-il encore des questions? Bon, encore une. Ce sera la dernière question. Dernière. Hein. Ce sera la dernière question parce que l'heure passe. Et je rappelle qu'il y a une séance de dédicace là tout de suite après. Les livres sont là-bas au fond de la synagogue et qu'il y a une séance de dédicace qui prendra un peu de temps aussi. Bonjour Monsieur Laurent. Désolé de parler aussi fort. J'avais juste une petite question à vous poser. Sachant qu'on connaît les chiffres de la Shoah en France, avec seulement un quart des Juifs français qui ont été déportés, est-ce que vous avez pu comparer vos données, vos statistiques, tout ce que vous avez vécu avec d'autres pays, par exemple la Belgique, la Hollande, ou d'autres pays d'Europe qui ont été touchés tout autant, voire peut-être plus, même beaucoup plus que la France? Merci. Il y a beaucoup de Polonais. Oui, alors, le pays qui a le plus de justes, c'est la Pologne, c'est près de 7000. Alors évidemment, il faut mettre en rapport, avec le nombre de juifs en Pologne pendant la guerre, qui est bien plus important qu'en France. Donc là, il y a moins de justes en proportion. Après, avec la notion différente, c'est-à-dire que quelqu'un qui était arrêté en France, surpris à aider des juifs, était évidemment arrêté, interné, le début d'un cycle de déportation ou d'arrestation. En Pologne, c'était plus radical, c'était liquidation. Il y a beaucoup de cas de futurs justes qui ont été exécutés sur place. Ensuite, ce sont les Hollandais qui ont plus de justes que les Français, alors avec une communauté juive moins importante. Mais c'est des pourcentages qu'il faut voir. Voilà, donc en pourcentage, les Hollandais... Alors, c'est une question complexe parce que c'est voir vraiment là, dans le cadre de la déportation de chaque pays, de la politique de déportation de chaque pays, la politique de résistance à l'intérieur de chaque pays. Donc c'est... Il y a le cas du Danemark aussi. Alors, il y a le cas du Danemark où les pêcheurs ont fait passer dans leurs barques, à Yad Vashem, vous voyez ces barques, donc, qui ont pu sauver quasiment toute la communauté danoise, mais qui était beaucoup moins importante, évidemment. Je voudrais revenir quand même sur une chose, parce qu'on a tendance, et les autorités politiques, quand elles ont mis en place en France la notion presque de juste de France, d'ailleurs, au risque de heurter Jérusalem, tient à la notion de juste parmi les nations, parce que la France a un peu nationalisé la notion de juste. Vous savez, les politiques, quand ils se mêlent de l'histoire, c'est rarement sans arrière-pensée. Et donc,
les justes sont arrivés dans les années 90 aussi pour répondre à ce qui montait très très fort sur la collaboration. Et on a mis un peu en balance les justes face aux injustes. Et donc, et d'ailleurs, le cas le plus évident, quand il y a le procès Papon, en 97, donc secrétaire de la préfecture de Bordeaux, on met en avant 2 justes qui sont aussi secrétaires de préfecture, Camille Ernst à Montpellier et un autre dans la préfecture. Donc il y a un moment, les politiques vont arriver à dire, Jacques Chirac, que les 3/4 des juifs, donc vous redonnez ce chiffre-là, que les 3/4 donc, des juifs de la communauté en France qui ont été sauvés, l'ont été que par des justes. Non, c'est faux. C'est-à-dire que, d'abord, il ne faut pas oublier tout le travail des organisations juives, dont on n'a pas parlé, mais qui est un autre sujet, mais où il peut y avoir aussi coopération entre les futurs justes et les organisations. Moi, j'ai travaillé là-dessus sur un des chapitres à partir d'une maison de Lausée, où on voit bien ce travail de coopération. C'est très important, toutes les associations juives, organisations de la jeunesse, les convoyages, les filières. Et puis, il y a plein d'autres cas de figure. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a 4300 justes reconnus, mais on dit que pour sauver une famille, il fallait au moins 7 personnes, un réseau de 7 personnes. Je pense que c'est plus, parce que voilà, celui qui à un moment a eu le geste qu'il faut pour, il y en a beaucoup. Donc si on extrapole, on arrive, je pense facilement, à des centaines de milliers de Français qui sont à un moment intervenus, ont pris un risque pour sauver une ou plusieurs personnes. Voilà, c'est beau. Alors, on peut trouver ce chiffre trop faible ou bien important, mais quand même, il est d'une certaine ampleur pour la communauté. Donc, pour revenir à votre question, il est quasiment impossible de savoir. Alors oui, la France, et c'est une conclusion qu'on peut tirer, peut s'enorgueillir de ces justes qui ont eu une action très importante, mais on ne peut pas déterminer combien de familles juives exactement ont été sauvées par les justes, et les justes inconnus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble aujourd'hui hors de portée. Bon, je pense qu'on va terminer là. Moi, je voudrais juste rajouter, et après on termine, c'est que les juifs, mais aussi des juifs, ont été sauvés par des juifs aussi. Et j'en veux aussi comme exemple, vous avez cité Lausée, effectivement. N'oublions pas aussi les éclaireurs israélites de France, qui aussi se sont mobilisés aussi pour sauver des enfants. Et notamment, tout un maquis était entièrement juif près de Castres. Castres a été libéré par un maquis juif. Et donc, le maquis qui sauvait également des juifs. Maquis juif qui sauvait des juifs. Donc voilà, on termine sur cette parole. Alors, n'oubliez pas, donc, Monsieur Lorrain se prête très volontiers à une série de dédicaces. Vous avez le livre là-bas. N'oubliez pas aussi le 16 mars, donc la cérémonie de remise de médaille de Juste parmi les nations à René Douce, qui est un cheminot de la gare du Lille-Five. Voilà, je pense qu'on a terminé. Monsieur Lorrain, pour vous remercier d'être venu à Lille, d'abord, et pour vous remercier de votre excellent travail, documentation. Toute la communauté vous offre ce présent. Voilà. Merci beaucoup. Merci.